Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission entre deux semaines de basket féminin. Donc une émission intégralement consacrée au basket féminin, diffusée sur WeBasket TV, sur YouTube, sur Facebook, sur le site de WeBasket TV que vous pouvez retrouver absolument partout. Et aussi sur Pro-Am Media. Merci Hervé, encore une fois. Donc au sommaire aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de l'Eurobasket féminin 2019 qui se passe actuellement en Lettonie et en Serbie. Donc le premier tour est terminé, ça s'est terminé hier dimanche au moment où je tourne l'émission. Il y a des barrages qui vont se jouer aujourd'hui et demain, et les quarts de finale un petit peu plus tard dans la semaine, on verra ça. La France et la Belgique focus sur les deux équipes qui nous intéressent le plus, deux équipes francophones qui participent à l'Eurobasket. C'est les deux équipes qui sont le plus suivies donc, par les personnes qui suivent la chaîne WeBasket TV. Donc on va parler de ces deux équipes-là. Il y a pas mal de choses à dire. De l'or pour le 3-3. Ça s'est passé la semaine dernière, donc je vous en reparlerai. Et puis les infos, donc on parlera de Charnay, on parlera de Nice, on parlera de Fenerbahçe, et bien entendu un petit point rapide à la fin de l'émission sur la WNBA. La WNBA, on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Mais voilà pour le sommaire. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On est parti. On va s'occuper dans un premier temps donc de l'Eurobasket. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu 3 matchs par équipe, par groupe, 4 groupes. En tout, donc 16 équipes qui sont 4 groupes de 4 équipes, donc 16 équipes qui étaient concernées. C'est parti, on va commencer tout simplement par le groupe A. Dans le groupe A, il y avait donc l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Lettonie et l'Ukraine. C'est le classement final. Vous voyez, lors de la première journée, la Grande-Bretagne a battu la Lettonie, l'Ukraine a été défaite par l'Espagne, la Lettonie, lors de la deuxième journée, a battu l'Ukraine, l'Espagne a battu la Grande-Bretagne. Et lors de la dernière journée, l'Ukraine a encore perdu face à la Grande-Bretagne et la Lettonie a perdu face à l'Espagne. Et là, c'est très simple. L'Espagne a 3 victoires, donc première du groupe. La Grande-Bretagne a 2 victoires contre les 2 équipes qui suivent, la Lettonie et l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a que des défaites, donc c'est très simple. Premier, Espagne. Deuxième, Grande-Bretagne. Troisième, Lettonie. Quatrième, Ukraine. Alors c'est un peu le classement qu'on aurait pu établir finalement au niveau des pronostics. L'Espagne, fidèle à son rang, a gagné tous ses matchs avec une grande Astundur. On le verra un petit peu plus tard. Astundur qui réalise un grand euro. Vraiment, c'est l'intérieur vedette de l'équipe d'Espagne. Qui vraiment est en train d'exploser un peu tous les scores, qui fait des doubles-doubles quasiment à chaque match, si ce n'est à chaque match. J'ai peut-être même pas vu, mais j'ai vu au moins 2 doubles-doubles, donc il y en a peut-être même un troisième. J'étais plus très très attentif par rapport à l'ensemble des matchs. L'Espagne, l'Espagne, tout simplement championne d'Europe en titre. L'équipe tenante du titre, qui avait remporté le titre en 2017 à Prague, le titre de l'Euro, qui a fini deuxième au mondial, donc il ne faut pas l'oublier, qui a fini deuxième au mondial derrière les États-Unis. Donc, très naturellement, l'Espagne fait partie des grandes favorites et tient son rang. Je vous remontre rapidement le tableau. Voilà, Espagne premier, Grande-Bretagne est deuxième, Lettonie troisième et Ukraine quatrième. Alors l'Espagne est qualifiée directement pour les quarts de finale, on va voir ça un tout petit peu plus tard. La Lettonie et la Grande-Bretagne, enfin plutôt la Grande-Bretagne et la Lettonie, vont jouer un barrage, donc un espèce de huitième de finale pour accéder au quart de finale. Nous allons passer au groupe B. Concernant le groupe B, qui avions-nous? Dans le groupe B, c'est tout simplement le groupe de la France. Alors, le groupe de la France, la Suède, le Monténégro, République tchèque. Et comment ça s'est passé là? C'est assez complexe. Bon, on va reprendre tous les matchs. Lors de la première journée, Suède-Monténégro 67-51. France-République tchèque 74-61. République tchèque, lors de la deuxième journée, Suède 71-64, donc victoire de la République tchèque. Sur la Suède, la France qui bat largement le Monténégro, notamment avec un gros match de Sandrine Gruda qui a bien étouffé Glory Johnson, et vous verrez que ça a son importance puisque lors de la troisième journée, la République tchèque a perdu contre le Monténégro, qui était l'équipe qu'on croyait vraiment victime expiatoire de ce groupe, puisqu'elle avait perdu déjà contre la Suède de 16 points et contre la France d'une vingtaine de points, de 25 points. De 35 points même, de 35 points, donc un gros écart. Sauf que Glory Johnson, elle a fait un match énormissime.
face à la République tchèque. Donc Glory Johnson, pour la petite histoire, Glory Johnson, c'est donc une américaine naturalisée monténégrine, c'est une américaine habituée à la WNBA, c'est l'ex-femme de Brittney Griner, c'est une joueuse qui dunk à l'échauffement, c'est une joueuse fantasque et aussi fantastique, pourrait-on dire, c'est vraiment une grande joueuse, et là elle a fait un match mais complètement hors norme, All-Star en fait, face à la République tchèque. Elle a permis au Monténégro de gagner et d'un avantage suffisant pour pouvoir prendre la place de la République tchèque, puisque vous voyez, je vous ai fait un petit truc, un petit calcul pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, puisqu'il y a une seule équipe qui a gagné 3 victoires, c'est l'équipe de France. Ensuite, chaque équipe, que ce soit la Suède, le Monténégro et la République tchèque, ont une seule victoire et 2 défaites. Donc comment ça se passe? Eh bien, on compte le point average uniquement des matchs qui concernent ces 3 équipes. Donc vous voyez, Suède-Monténégro, République tchèque-Suède, République tchèque-Monténégro. Voilà, ces 3 matchs-là, c'est les 3 seuls matchs qui vont compter au niveau du point average. Vous voyez que la Suède a plus 9, notamment grâce au gros écart qu'elle a mis au Monténégro et au plus petit écart qu'elle a concédé à la République tchèque. Et au niveau du Monténégro et République tchèque, en fait, il y a moins 3 pour le Monténégro et moins 6 pour la République tchèque. Ce qui veut dire qu'en fait, il aurait fallu que la République tchèque gagne encaisse 2 points de moins. Et elle serait passée, puisque ça aurait fait donc moins 4 pour la République tchèque et moins 5 pour le Monténégro. Donc ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. Les Tchèques sont très déçus, notamment de leur match face au Monténégro, puisque c'était entre guillemets la finale de la peur, pour savoir qui allait être éliminé. Et voilà, l'équipe de République tchèque qui pourtant avait fière allure, qui nous avait quand même donné un petit peu de fil à retordre lors du match contre l'équipe de France. Vraiment, on était très satisfait côté français d'avoir pu battre l'équipe de République tchèque avec des joueuses qu'on connaît bien, Kamila Stepanova, Romana Ejdova notamment, des joueuses du championnat de France. Et voilà. L'équipe du Monténégro, qui est un petit peu moins connue, avec des joueuses vraiment moins connues en dehors de Glory Johnson, vraiment, a su tirer son épingle du jeu et a su surprendre la République tchèque. Donc première grosse surprise, c'est vraiment la République tchèque qui sort de ce groupe à la 4e place. La Suède de François Gomez n'a réussi à avoir qu'une seule victoire aussi, et a posé quand même quelques problèmes à l'équipe de France, notamment un petit peu en deuxième mi-temps. Grosso modo, on peut dire que l'équipe de France a super bien géré. On était inquiet lors des matchs de préparation. Pour rappel, on a eu 2 belles victoires contre l'Ukraine. On va voir par la suite que c'était pas spécialement révélateur, puisque l'Ukraine a fini dernière de son groupe. On va le voir là très, très rapidement. Je suis bête, on l'a vu juste avant. On l'a vu dans le groupe A. L'Ukraine n'a gagné aucun match. Et ensuite, défaite face à la Turquie, victoire en prolongation face à la Russie et défaite face à la Serbie en match de préparation. Et puis une victoire au buzzer face à la Chine en match de préparation. Donc l'équipe de France nous inquiétait pas mal. Elle nous a vraiment rassuré. 3 gros matchs, 3 matchs sérieux. Une Olivia Epoupa en très grande forme, qui en plus, même sur son point faible, qui est l'adresse, et notamment l'adresse à distance, mais aussi même l'adresse en lay-up, et elle est performante aussi à ce niveau-là. On l'a vu notamment dans le match d'hier. Olivia Epoupa, elle nous a mis 2 paniers à 3 points. Je crois qu'elle a fait un 2 sur 3 à 3 points. Des paniers très importants. Vraiment, grosse satisfaction Olivia Epoupa. En fait, à chaque fois qu'elle joue pour l'équipe de France, on a l'impression de la redécouvrir, son énergie, mais aussi vraiment tout ce qu'elle peut apporter en termes de vitesse, en termes d'interception, de défense très dure. Elle embête énormément les meneuses adverses, donc vraiment très très belle compétition d'Olivia Epoupa. L'autre point, c'est à l'autre côté, moi que j'ai vraiment envie de signaler, c'est Sandrine Gruda. Sandrine Gruda, j'ai l'impression qu'elle a jamais été aussi importante. Alors peut-être est-ce l'absence d'Elena Sia qui la met encore plus en valeur. Au deuxième match, elle a dû défendre, pas seule. Il y avait aussi effectivement Alexia Chartereau, Andy Miem, qui ont eu aussi ce rôle-là, de défendre sur Glory Johnson. Glory Johnson, c'était le danger numéro 1 du Monténégro. Glory Johnson, je crois qu'elle a mis 4 points ou quelque chose comme ça. Elle n'a quasiment pas marqué du match. Elle a eu des gros problèmes, elle a fait beaucoup de fautes. Face à la Suède, il fallait défendre sur une autre intérieure de WNBA,
Euh, c'est Amanda Zahui. Amanda Zahui, elle a fait quand même un plutôt bon match statistique, mais on voit vraiment que Sandrine Gruda l'a contenue et elle l'a aussi contrainte à faire beaucoup de fautes. Donc vraiment énorme apport de Sandrine Gruda. On voit vraiment voilà, à 32 ans, Sandrine Gruda n'est-elle pas à son meilleur, par hasard, ne serait-elle pas à son meilleur niveau? On sait qu'elle a, voilà, qu'elle n'a pas pu se préparer avec les autres. Quand on dit que l'équipe de France nous avait inquiétés, tout simplement, Sandrine Gruda n'a participé, pardon, qu'à un seul match de préparation, le dernier contre la Chine. Donc, y a-t-il une relation de cause à effet? L'absence de Sandrine Gruda a sûrement aussi voilà, fait jouer l'équipe de France à un niveau légèrement en dessous de sa valeur. Voilà, forcément. En tout cas, vraiment, voilà, c'est les deux joueuses que j'ai envie de mettre en valeur, hein, Olivia Epoupas, Sandrine Gruda. J'ai parlé un tout petit peu d'Alexia Chartreau qui nous épate à 20 ans par son niveau à la fois de basket et à la fois de QI basket, de personnalité, de mental. Vraiment, et on l'a vu cette saison évoluer notamment avec Bourges, notamment en Euroleague. Et moi, je me suis fait assez rapidement la réflexion, hein, je me rappelle, c'était pendant les confrontations face notamment à l'ESBV en Euroleague, et je me suis dit, mais Alexia Chartreau est en train de prendre un sacré niveau, notamment par rapport à l'année dernière. Voilà, elle a énormément progressé. Pour petit rappel, Alexia Chartreau avait été élue les 2 années précédentes meilleure jeune de Ligue féminine. Cette saison, elle a été élue meilleure jeune de l'Euroleague. Donc à 20 ans. Donc ça, c'est vraiment très très bon point d'avoir une joueuse comme ça, de cette dimension déjà à 20 ans dans l'équipe de France. Alors ensuite, je peux citer aussi Valériane Ayayi qui a fait une super saison à Prague. Je pense que Valériane Ayayi, c'est une joueuse qui, dans les moments clés, se révèle performante. Elle avait fait une super... attendez, c'était un super... Je crois que c'est un super quart de finale face à Fenerbahçe, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec l'USK Prague. Elle avait fait un carton. Sur des matchs clés, des matchs importants, Valériane Ayayi, elle sera là. Donc ça, c'est un gros point aussi. Gros point important. Donc allez, je vais pas trop insister sur l'équipe de France, je vais encore en reparler tout à l'heure, hein, dans le sujet France et Belgique. Mais vraiment, grosse satisfaction du côté français d'avoir une équipe qui est sérieuse, qui est au rendez-vous, qui n'est pas trop à réaction, qui attaque aussi fort les matchs. En fait, les 3 matchs ont été plutôt bien attaqués, à part peut-être un petit peu le premier contre la République tchèque. Donc, grosse satisfaction côté français. Allez, on passe au groupe suivant. Il en faut un tout petit peu pour les autres. C'est le groupe. Alors, et là, petite surprise, puisque la Hongrie qui est sortie première du groupe. Là pour le coup, oui, pour le coup c'est plus simple, j'ai pas mis le calcul du point d'avérage particulier, tout simplement puisque ça ne concernait que 2 équipes. On a la Hongrie qui a battu la Slovénie, la Turquie qui a été battue par l'Italie, la Slovénie a battu la Turquie, la Hongrie a battu l'Italie, la Turquie a battu la Hongrie d'un seul point au tout dernier match, mais c'était trop tard, puisqu'en fait la messe était dite, hein, à ce niveau-là. La Hongrie était sûre de finir première et la Turquie était sûre de finir dernière. Quel que soit le résultat de Italie-Slovénie, puisque la Hongrie avait déjà battu et l'Italie et la Slovénie. Et la Turquie avait déjà été battue par l'Italie et la Slovénie. Donc en fait, le match Italie-Slovénie servait juste à déterminer la 2e place. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez, hein, la Hongrie a gagné 2 matchs tout comme l'Italie, mais lors de la confrontation directe Italie-Hongrie, que voilà, eh bien c'est la Hongrie qui l'a emporté. Et la Slovénie comme la Turquie ont toutes les deux perdu 2 matchs, mais lors de la confrontation directe, c'est la Slovénie qui l'avait emporté 65 à 55 avec un duo de feu, Nika Baric et Teja Oblak. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait un article, merci Benoît, j'en profite pour te remercier. Benoît nous a fait un article sur l'une de ses joueuses préférées, Teja Oblak, la Slovène. Donc je vous invite à le retrouver tout simplement sur le site webasket.tv, www.webasket.tv. Et c'est une équipe que l'équipe de France pourrait être amenée à rencontrer. Donc là, on a la Hongrie
qui est première, l'Italie, donc la Hongrie qui est qualifiée en quart de finale, l'Italie et la Slovénie joueront donc un barrage pour aller en quart de finale. Ça se joue demain, elles ne jouent pas l'une contre l'autre, mais je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. J'ai oublié de vous dire effectivement la même chose, hein. Au niveau de l'équipe de France est qualifiée directement en quart de finale, la Suède et le Monténégro jouent les barrages, et ça se passe aujourd'hui. D'ailleurs, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Nous allons passer au groupe. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Ici, c'est le groupe C. Et ici, hop, c'est le groupe D. Ça sont les copier-coller. Alors, le groupe D, c'est le groupe de la Serbie, pays organisateur. Le premier pays organisateur, c'était la Lettonie. J'ai peut-être oublié de le mentionner. Non, je ne l'ai pas oublié de le mentionner. Au niveau du groupe D, nous avons la Serbie, la Belgique, la Russie et la Biélorussie. Clairement, c'était le groupe D, la mort. C'était le groupe D, la mort, messieurs, dames. Parce que quand même, vraiment, Serbie, Belgique, Russie, Biélorussie. Donc, alors, avec la Biélorussie un petit peu moins en vue que les autres équipes, mais la Biélorussie a posé des problèmes. Vous voyez que la Biélorussie ne perd que de 2 points face à la Serbie lors de la première journée, alors que la Russie avait perdu face à la Belgique. Lors de la deuxième journée, la Belgique a simplement chuté face à la Biélorussie. Grosse surprise. Et en fait, ça s'est joué en fin de match dans le dernier quart-temps. La Belgique menait au dernier quart-temps et la Biélorussie a renversé le match dans les dernières minutes. La Serbie, de son côté, est allée battre la Russie. Et lors de la dernière journée, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se jouer. La Serbie a assuré la première place en battant la Belgique. Là encore, de quelques points dans les toutes dernières secondes du match. Je crois que ça faisait plus 1 à quelques secondes du match. Il y a une balle perdue du côté de la Belgique et la Serbie qui met 3 points. Donc vous voyez, du coup, ça fait moins 4. Et la Russie a renversé la vapeur face à la Biélorussie. Alors, mais ça s'est joué à 1 point. À 1 point d'écart. En fait, comme on le voit dans le tableau ci-dessous. Vous voyez, la Serbie, 3 victoires. Hop, c'est plié. Ensuite, donc 3 victoires, même sans calcul, là, on est premier. La Belgique, la Russie et la Biélorussie ont 2 défaites pour une seule victoire. Donc comme pour le groupe B, pour le groupe de la France, ces 3 équipes sont départagées sur leur point avérage particulier lors des matchs, les confrontations directes. Donc Russie-Belgique, Belgique-Biélorussie et Biélorussie-Russie. Donc la Belgique, voilà, s'en sort avec un point avérage à plus 5. Et vous voyez qu'entre la Russie et la Biélorussie, ça s'est joué. Moins 2 pour la Russie et moins 3 pour la Biélorussie. Donc vraiment, c'était extrêmement serré. Et donc la Biélorussie est éliminée. Et la Russie, elle va jouer le barrage. Donc même chose, ça se joue demain pour ces deux équipes-là. La Belgique et la Russie vont jouer le barrage. La Serbie va directement en quart de finale. Finalement, on s'aperçoit quand même qu'on a 3 équipes qui ont gagné leurs 3 matchs. Eh bien, c'est un peu un grand classique. L'Espagne, la France et la Serbie. Voilà, grosso modo, les équipes qui gagnent ou qui sont toujours en finale depuis plusieurs années lors des Euros, Serbie, Espagne et France. Alors la France, ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas gagné l'Euro, mais sur les 2 derniers Euros, c'était Espagne et Serbie qui avaient remporté l'Euro. Donc Serbie, attention à domicile, hein, vraiment, qui s'avère un client très sérieux, qu'on avait peut-être un petit peu sous-estimé en préparation, mais il faut dire qu'il y a plusieurs joueuses qui n'étaient pas tellement en pleine saison pendant la saison. Hein. Il y a Ana Dabovic qui est venue à Montpellier un peu tardivement, et donc elle a pu reprendre de la forme, et puis on voit, d'ailleurs, on a vu pendant cet Euro qu'elle est vraiment la leader de cette équipe de Serbie, comme elle l'a été depuis des années. Et il y a Jelena Brooks, Jelena Milovanovic, hein, pour son nom de jeune fille, qu'on connaît un peu mieux sous le nom de Jelena Milovanovic, qui a fait une saison blanche puisqu'elle a accouché, et là, elle arrive avec un super niveau. Ajoutez à cela Kremen Datic, et puis Nedza Jovanovic, et puis une 5e joueuse, Petrovic par exemple, voilà, Sonia Petrovic, qui a fait notamment un super match face à la Belgique.
Allez, on va faire un petit point sur les classements des statistiques individuelles. Je me suis intéressé à ça. Voilà, tout le monde a fait 3 matchs, donc c'est assez intéressant d'aller voir voilà, dans quelles équipes on a vraiment des leaders au niveau des statistiques. Et on voit qu'au niveau des points, l'équipe d'Ukraine était entièrement dépendante de la performance d'Alina Yagupova. On s'en doutait un tout petit peu, on l'avait déjà vu lors des 2 confrontations face à l'équipe de France. Alina Yagupova qui a marqué une moyenne de 29 points par match. C'est énormissime, mais c'est pas suffisant. Ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'est d'avoir une telle importance d'Emma Messmann au niveau de la Belgique. On s'aperçoit que c'est vraiment la lead scorer au niveau de la Belgique. Là où on pensait peut-être que la marque serait un peu plus répartie parmi les joueuses belges, on voit qu'Emma Messmann est très très importante. Elina Dikayulaku, Elina Babkina qui a fait un carton notamment lors du 2e match, je ne sais plus contre qui c'était, Elina Babkina, c'était face à l'Ukraine, elle a fait un carton, je crois qu'elle a mis 33 points. Donc Elina Dikayulaku, c'est la même chose que Yelena Brooks, hein, c'est suite à un mariage qu'elle a changé de nom. Temi Fakbenley, donc la joueuse de Grande-Bretagne, Amanda Zahui, la suédoise, Marina Vadeyeva, la russe, ensuite Bernadette Attar, Romana Heidova et Glory Johnson. Vous voyez, ça, c'est des joueuses, effectivement, dont on a pu parler, qui ont vraiment apporté à leur équipe. Et au niveau des passes décisives, je vous ai parlé de Nika Baric tout à l'heure. Nika Baric qui est à 8,3 passes décisives. Et deuxième, on a Olivia Epupa. Et ça, c'est très très satisfaisant, vraiment, l'activité d'Olivia Epupa au niveau des passes décisives, aussi au niveau du scoring, et au niveau de l'activité défensive, c'est super intéressant. Vous voyez qu'Alina Yagupova, elle est même là ici, elle a fait 6 passes décisives de moyenne dans les matchs. Donc vraiment, c'est l'équipe d'Ukraine, c'est Alina Yagupova plus 4 joueuses. On a Julie Allemand, Elina Dikayulaku qui est positionnée aussi avec 5,7 passes décisives. Ensuite, Bosica Mujovic du Monténégro, Laia Palau, toujours là au niveau de l'Espagne, et Yeva Pulvere au niveau de la Lettonie. On a les tableaux suivants concernant les rebonds. Là, j'ai pris le gros tableau pour qu'on aille un petit peu plus dans les détails. Vraiment, c'est dominé par Amanda Zahui, par Kia Stokes, l'intérieur turc, mais la Turquie ne continuera pas l'aventure. Je vous ai parlé d'Astundur tout à l'heure. Astundur, elle domine notamment en rebond offensif. 11 rebonds offensifs par match, et on voit encore Emma Messmann à ce niveau-là. On voit aussi Laura Nichols à ce niveau-là. Donc vous voyez, l'Espagne, c'est 21 rebonds offensifs par match sur 2 joueuses. Pardon, 21 rebonds offensifs sur 3 matchs. Hein. Donc c'est 3,7. Donc voilà, c'est 7 rebonds offensifs par match sur 2 joueuses. C'est plutôt cette statistique-là. 3,7 ici, 3,3 ici. On n'a pas de française. Le rebond est notamment le rebond défensif et la permission du rebond offensif des adversaires est un point qui a été pas mal souligné par les joueuses, par l'entraîneur au niveau de l'équipe de France. Donc attention, surtout si après on rencontre les équipes qui sont fortes au rebond qu'on vient de citer. Je vais passer sur la dernière ligne statistique qui sont les interceptions et les contres. C'est toujours intéressant de voir ça. On voit encore que... Non, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Donc on voit au niveau des interceptions, Johanna Lidam, 4,3 interceptions par match. Alina Yagupova, encore là, voilà, c'est ça. Kim Mesdag, 3 interceptions. Elina Eldebrink, la suédoise. Glory Johnson, encore là, dans le classement des interceptions, 2,7. Et au niveau des contres, on a Milica Jovanovic, encore une fois, qui était déjà... alors c'est curieux, qui est plutôt une passeuse. Milica Jovanovic. Non, je me suis trompé de joueuse, c'était pas elle. Donc Kia Stokes, Bernadette Attar de la Hongrie et Anastasia Vera Meyenka. Bon allez, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est le tableau final.
Comment ça se passe? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, donc le premier de chaque groupe va directement en quart de finale. Les deuxième et troisième, en fait, croisent avec le deuxième et troisième d'un autre groupe pour déterminer les équipes qui vont aller en quart de finale. Donc on appelle ça un barrage, mais on pourrait appeler ça un huitième quart de finale. Donc on voit que l'Italie et la Russie se rencontrent, donc ça se passe demain à 20h30. Le vainqueur de ce match va rencontrer l'Espagne. La Suède et la Lettonie se rencontrent au moment où je tourne cette vidéo, donc au moment où vous allez voir cette vidéo, le match sera soit en cours, soit terminé. Et le vainqueur ira rencontrer la Serbie. Et au niveau, donc ensuite on a demi-finale et finale, et au niveau du bas du tableau, alors ce qui est bien, c'est que quand même, vous voyez, dans le haut du tableau, on a l'Espagne et la Serbie. Et dans le bas du tableau, on a la France et la Hongrie. Donc bonne affaire quand même pour les Français, pour les Françaises, bonne affaire d'éviter le tableau de l'Espagne et de la Serbie. Par contre, est-ce une bonne affaire? On peut récolter la Belgique tout de suite en quart de finale. Donc le vainqueur du match Belgique-Slovénie va rencontrer l'équipe de France. Donc le vainqueur du match Belgique-Slovénie, c'est mardi à 18h. Et le vainqueur du match Grande-Bretagne-Monténégro va rencontrer la Hongrie. Et donc ensuite demi-finale éventuelle. Donc si l'équipe de France passe, ce sera une demi-finale dans le bas du tableau. Alors oui, forcément, ça m'en vient à parler donc de ce fameux France et Belgique. Donc de toute façon, c'est les deux équipes pour lesquelles je voulais parler un petit peu plus que d'habitude. Mais là, on a une vraie chance. En tout cas, d'ici la fin de semaine, on saura. Donc le match est prévu. Donc le match de l'équipe de France, le quart de finale, est prévu jeudi à 18h. Sera-ce contre la Belgique, sera-ce contre la Slovénie de Teja Oblak et Nika Baric? Réponse demain. Mais si c'était la Belgique, allez, je vous ai fait un tout petit rappel de ce qui s'est passé les dernières années. Eh bien, ces dernières années, déjà, à l'Euro 2017, qui s'est disputé en République tchèque, l'équipe de France a fini deuxième et la Belgique troisième, donc c'est l'Espagne qui avait remporté l'Euro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au Mondial 2018, donc première États-Unis, deuxième Australie, troisième Espagne, quatrième Belgique et cinquième France. Et il y avait eu un quart de finale. Et voici, rappelez-vous le résultat du quart de finale, je ne vous ai pas mis le match en détail, mais ça avait été une sacrée déculottée, ou en tout cas un match remporté très nettement par les Belges aux dépens des Françaises. Voilà, quelques mois après l'élimination de la Belgique par l'équipe de France de football masculine en Coupe du Monde 2018, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe de Belgique féminine qui inflige une élimination à l'équipe de France féminine de basket. Donc c'était à Tenerife. J'ai trouvé un petit outil super intéressant, super sympa sur le site de la FIBA, sur le site en fait de la compétition de l'Euro 2019 sur le site de la FIBA. C'est un outil de comparatif. Qui marque le plus entre la France et la Belgique? C'est la France, 77,7 points en moyenne contre 64,7 points en moyenne du côté de la Belgique. Au niveau des rebonds, on voit que c'est presque pareil, 32 rebonds du côté français, 33 du côté belge. Alors léger avantage à la Belgique. Au niveau des passes décisives, léger avantage à l'équipe de France, 20,7 passes décisives par match contre 18. Donc ça prend en compte tout simplement je ne voulais pas spécifier, mais ça prend en compte les trois premiers matchs de poule. À savoir que dans la poule de la Belgique, il y avait quand même un tout petit peu plus d'adversité. C'est pas faire injure aux équipes qui étaient dans aux équipes qui étaient dans le groupe de la France. Bien entendu, avec la Serbie, avec la Russie notamment, c'était quand même deux grosses équipes. Au niveau des tirs à 2 points, là on voit que c'est léger avantage à l'équipe de France. Au niveau des tirs à 3 points, là on voit qu'il y a un vrai souci actuellement avec la Belgique. Attention au réveil belge. Il y a quand même des joueuses habiles à 3 points, je pense notamment à Kim Mesdag.
Je suis pas allé voir ses stats individuelles, mais effectivement, on est très bon. Du côté français, on est très bon à 3 points. C'est aussi une des satisfactions que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Vraiment, on n'a pas toujours été très adroit à 3 points. C'est pas forcément une marque de fabrique française, mis à part effectivement les gros exploits de Céline Dumerc dans le championnat d'Europe, dans les championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques, avec des tirs à 3 points venus d'ailleurs. Ça n'a jamais été vraiment une énorme spécialité française. Et là, on voit qu'on est quand même vachement sérieux. Enfin, 43,9% à 3 points, c'est extrêmement sérieux. La France saura-t-elle maintenir ce niveau de performance à 3 points? Nous verrons bien. Au niveau des lancers francs, c'est un peu plus anecdotique, mais curieusement, on n'est pas très très bon au lancer franc. On est à 66%, donc c'est grosso modo 2 lancers francs sur 3 qui sont réussis. Là où les Belges en mettent 4 sur 5. Donc voilà pour la confrontation France-Belgique. J'ai envie, allez, c'est là où je vais vous poser une question. Allez, à votre avis, voilà, admettons que la Belgique passe face à la Slovénie, ce qui n'est pas fait encore. Ce qui n'est pas fait. À votre avis, est-ce que c'est plutôt un bon tirage? Alors, si vous êtes du côté français, est-ce que vous trouvez que c'est un bon tirage de pouvoir récupérer la Belgique? Ou finalement, est-ce que vous êtes encore traumatisé un petit peu par ce qu'elles ont fait aux Françaises l'année dernière? Donc, est-ce que c'est une bonne occasion de prendre sa revanche, ou est-ce que c'est quand même dangereux d'être potentiellement dans la partie de la Belgique et peut-être d'être éliminé prématurément en quart de finale? Et si vous êtes du côté belge, est-ce que justement vous vous réjouissez de pouvoir affronter la France de nouveau? Je sais que les Belges aiment bien rencontrer la France et surtout les battre, bien entendu. Il y a quand même une rivalité France-Belgique qui existe, et notamment les Belges qui ont toujours besoin un petit peu comment dire, d'étouffer un peu l'arrogance française. C'est un petit peu ça. Donc dites-moi dans vos commentaires, que vous soyez côté belge ou côté français, dites-moi si la perspective de cette confrontation directe dès les quarts de finale vous ravit, ou vous ennuie, ou vous inquiète, ou vous auriez peut-être préféré que ce soit en finale. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je serais ravi de répondre à vos commentaires. Allez, on passe au sujet suivant, on sort de l'actualité de l'Eurobasket féminin, et on va du côté du 3-3, l'or pour le 3-3, donc là c'est 100% français là pour le coup. J'ai pas vu encore d'équipe 3-3 belge performante pour le moment. On voit plutôt les équipes des Pays-Bas par exemple qui sont assez performantes, pour rester un petit peu dans la même région. Et dans des voisins, et aussi des voisins de langue, et puis des communautés de langue, pour le néerlandais, qui parlait, je vous rappelle, parle tout le nord de la Belgique. Nous allons donc faire un petit focus sur cette équipe de France 3-3. Ça se passait pendant que je faisais mon émission la semaine dernière, c'était lundi. Et en fait, nous avons l'équipe de France 3-3 qui était en lice pour les Jeux Européens. Et les demi-finales et la finale se sont passées donc lundi dernier, le 24 juin. Et l'équipe de France a brillamment remporté ces Jeux Européens. On voit ici le résultat des quarts de finale. La France avait battu la Russie 20-13. Vous voyez les autres résultats également. Biélorussie, Pays-Bas 15-11. Estonie, République tchèque 15-12. Allemagne, Espagne 20-11. Et en demi-finale, l'Allemagne a vraiment donné du fil à retordre à nos joueuses, qui sont Caroline Herriot, Clarence Jaldi-Tabdi, Johanna Taillot et Assitan Koné. Et en fait, l'Allemagne a été battue d'un seul point face à la France, de 10-11. La Biélorussie également n'a chuté que d'un seul point face à l'Estonie, 15-14. Mais en revanche, en finale, j'ai même eu l'occasion de regarder la finale en différé. La France a fait un chantier et a gagné le match 21-8, donc le match a été arrêté avant la limite, puisque comme vous le savez ou pas, en 3-3, on joue 10 minutes de temps effectif, ou moins si jamais il y a une des deux équipes qui a atteint 21 points. Et donc là, c'était le cas en finale. Nos Françaises ont mis fin à la finale en marquant 21 points. Sur un dernier 3 points de Caroline Herriot, me semble-t-il. Enfin, 3 points qui comptent 2 points en fait. Les 3 points comptent uniquement 2 points, et à l'intérieur de l'arc, c'est un seul point. Et donc c'est
Caroline Herriot, qui avec une flèche plantée dans la cible, a permis à l'équipe de France de sceller le match et de remporter la médaille d'or. Donc félicitations à elle, encore une fois, c'est aussi des filles qu'on a l'habitude de voir sur les parquets de Ligue féminine. Caroline Herriot qui est à La Roche-Vendée, Clarence Djalitabdi qui est à Nantes, Assit Ancone qui était à Mondeville cette année et qui va à Saint-Amand. Et Johanna Taillot, j'ai vu qu'elle signait quelque part pour la saison prochaine. Excuse-moi Johanna, j'essaierai de mieux préparer la prochaine fois, mais j'ai juste oublié. J'ai vu qu'elle signait quelque part, mais j'ai juste oublié. Donc voilà pour le point du 3-3. On passe au sujet suivant. Le sujet suivant, ce sont les infos diverses et variées, y compris ce qui se passe dans le mercato. Et ça concerne Charnay, Nice, Fenerbahçe et aussi Hatay. On va aller assez vite à ce niveau-là. D'abord, oui, il a été rendu officiel l'élection du coach de Ligue 2. Meilleur coach de Ligue 2, Mathieu Chauvet. De façon relativement évidente, hein, c'est le coach qui a fait monter Charnay, d'ailleurs, d'abord de NF1 à Ligue 2, et ensuite, 2 ans plus tard, de Ligue 2 à Ligue féminine, à Ligue 1. On pourrait appeler ça la Ligue 1. Et donc il succède à Stéphane Lett, le coach de Landerneau. Et donc pour la petite histoire, hein, c'est un mérite qui lui est octroyé par ses pairs, hein, donc ce sont les entraîneurs qui votent. Des infos sur Nice. Alors Nice rappelez-vous, Nice qui a fini, je crois, avant-dernier ou antépénultième, en tout cas qui rétrogradait de Ligue 2 vers la NF1, a reçu un avis défavorable pour son maintien en NF1 par la CCG, donc c'est la commission du conseil de gestion de la fédération, donc qui lui a sommé qui lui a imposé une rétrogradation en Régional 1, à savoir que le club de Nice a communiqué sur le fait qu'il y a un appel qui est en cours, qui sera étudié le 4 juillet, donc dans 3 jours, on saura assez rapidement ce qu'il en est, et qu'il y a un plan de redressement judiciaire qui est en cours avec le soutien de la ville, donc des choses qui sont en train de se passer pour restructurer correctement le club de Nice qui a subi deux descentes consécutives au niveau sportif et qui était en proie à des problèmes financiers déjà dès la saison dernière en Ligue féminine. En tout cas, affaire à suivre, rien n'est fait. L'appel est suspensif de la décision, bien entendu. Au niveau du mercato, on a la dernière recrue annoncée par Charnay, qui est Jade Johnson-Walker, ou Jade probablement Johnson-Walker, qui est une américaine au poste 4 d'1m88, qui a 24 ans et qui nous vient de Niki Lefkadas. Est-ce que j'ai dit ça correctement? De toute façon, c'est pas écrit, c'est écrit en grec, là je ne lis pas le grec. Donc c'est une joueuse qui vient de Grèce, donc affaire à suivre. Forcément, on la connaît pas très bien si elle vient de Grèce. Et puis oui, info concernant le Fenerbahçe, hein, c'est une info qui était tombée notamment juste avant le début de l'Euro. Valérie Garnier a appris, ou en tout cas le Fenerbahçe a communiqué, j'espère qu'elle le savait déjà un petit peu, le Fenerbahçe a communiqué sur le fait qu'il n'y avait pas de reconduction de contrat, ou en tout cas de prolongation de contrat, puisque Valérie Garnier était en fin de contrat à Fenerbahçe. Et en fait, le club a décidé de se séparer de Valérie Garnier, qui était sur 2 titres obtenus, 2 championnats de Turquie ces 2 dernières années, sur les 2 saisons qu'elle a faites. Elle a gagné 2 fois le championnat de Turquie. Et donc, elle sera remplacée par Victor Lapeña. Victor Lapeña, rappelez-vous, c'est le coach de Nadezhda Orenbourg qui a remporté l'Eurocoupe face à Montpellier. Donc c'est un coach espagnol. Les coachs espagnols sont vraiment très cotés sur le marché international, sur le marché européen. À Kursk, c'était Lucas Mondelo qui sera remplacé par Victor Nguinez, qui était lui le coach de Sopron. À Ecat, c'est également un espagnol dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, les Espagnols sont bien placés au niveau des clubs européens féminins. Les Français sont coach dans les clubs français, ce qui est quand même une grosse ligue, donc ça ne veut pas forcément dire que les coachs espagnols sont meilleurs. En tout cas, ils s'exportent plus facilement. Il faut dire que la Liga Dia est une ligue un petit peu moins puissante financièrement, donc forcément les coachs qui ont un vrai savoir-faire s'exportent assez facilement, comme les joueuses tout simplement. On voit les joueuses espagnoles qui sont
beaucoup dans les clubs européens, y compris un petit peu en France. Et d'ailleurs, Ana Cruz, une joueuse espagnole qui était au Dynamo Kursk, va venir à Fenerbahçe, et on a Alina Yagupova qui va arriver de Kukurova. Alors j'avais dit dans les émissions précédentes que pour recruter Alina Yagupova, il fallait forcément recruter sa compagne Ludmila Nomenko, et là c'est pas le cas. Là, Ludmila Nomenko ne viendra pas avec Alina Yagupova à Fenerbahçe, il n'y aura qu'Alina Yagupova. Mais une grosse équipe en perspective qui s'annonce à Fenerbahçe l'année prochaine, on suivra ça bien entendu en Euroleague. Les dernières petites infos que j'ai vues là la semaine dernière, c'est Hailey Peters qui va signer à Hatay, également en Turquie. Donc dans un club très important de Turquie. Donc Hailey Peters qui a fait une excellente saison, qui avait fait déjà une très bonne saison à Lyon il y a 2 ans, qui a fait une excellente saison cette année au Flamme Carolo. Donc forcément, les joueuses américaines, quand elles font des bonnes saisons, des très bonnes saisons dans le championnat de France et en Euroleague, elles sont recrutées vers des clubs qui ont des moyens financiers un petit peu différents et qui savent les attirer comme il se doit. Allez, on va terminer, hop, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, on va terminer avec la WNBA, comme d'habitude. Un petit point, j'ai même travaillé un peu plus que d'habitude, je vais vous montrer ça. Au niveau... Attendez, je vais vous poser une question. Je vais aussi vous poser une question, hop, tac. Que pensez-vous, vraiment, allez, on va rester franco-français, que pensez-vous de... finalement du non-maintien de Valérie Garnier dans ses fonctions à Fenerbahçe? Moi je trouve ça plutôt étonnant. Alors peut-être que Fenerbahçe, un petit peu comme les très très grands clubs européens, un petit peu comme le PSG dans le foot, que pour Fenerbahçe, gagner le championnat c'est pas suffisant, il faut aussi être dans le Final Four obligatoirement en Euroleague. Mais est-ce que vous êtes surpris? Que pensez-vous un petit peu de la non-reconduction de Valérie Garnier à Fenerbahçe? Affaire à suivre, va-t-elle rebondir? En tout cas, voilà, elle a eu un bilan plutôt satisfaisant au niveau sportif, peut-être insuffisant par rapport au club de Fenerbahçe qui souhaiterait être plus fort en Coupe d'Europe. Maintenant, elle n'avait pas forcément une équipe voilà, pour lutter face aux géants russes, hein, mais bon, peut-être qu'ils espéraient justement peut-être que ça s'est joué avec le match charnière hein, face à l'USK Prague en quart de finale. Donc allez-y, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de la non-reconduction, de la non-prolongation de Valérie Garnier à Fenerbahçe. Allez, on termine avec la WNBA. Je reviens sur mon écran. Et en WNBA, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé un petit peu, je vous ai montré les mouvements qu'il y a eu cette semaine. J'ai pas tous les matchs en fait, comme j'avais pas tous les matchs, mais on peut voir que la tête a changé. Et les Mystics sont passés devant le Connecticut Sun. Et on voit, voilà, quand il y a une petite flèche bleue, ça veut dire que l'équipe a gagné des places par rapport à la dernière fois. On s'aperçoit qu'Atlanta Dream est toujours dernier, avec 2 victoires uniquement pour 8 défaites. Indiana Fever a plus de défaites, mais a beaucoup plus de victoires aussi, donc a beaucoup plus de matchs. Ça, c'est la WNBA, tout comme la NBA, les équipes n'ont jamais le même nombre de matchs, sauf à la fin. Donc en fait, elles sont classées par pourcentage de victoire. On voit que New York Liberty, finalement, sans les Françaises, sans Amanda Zahui, arrive à s'améliorer. Et les Mystics, sans les Belges, a aussi gagné une place. Donc Washington Mystics, c'est là où jouent Emma Messman et Kim Mesdag. Donc ces joueuses qui sont en train de jouer l'Euro-basket féminin sont pas sûres de retrouver leur place ou de trouver une place quand elles vont revenir, puisque les équipes sont plutôt performantes en leur absence. Donc voilà, je vous laisse regarder. Allez, oralement, je peux vous dire, c'est les Washington Mystics à la première place, Connecticut Sun à la deuxième place, Las Vegas Ace qui a fait un gros step-up par rapport à la dernière fois, qui était au milieu du classement et qui s'est retrouvé troisième. Seattle Storm qui reste quatrième, Los Angeles Sparks qui monte à la 5e place, Minnesota Lynx à la 6e, et puis allez, je ne vais pas faire tout le classement comme ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, rappelez-vous, pour m'aider à promouvoir cette émission, et aussi par là même promouvoir le basket féminin, oui, une chose que je voulais quand même dire, c'est qu'on a beaucoup entendu parler du football féminin.
avec l'équipe de France de football qui s'est donc fait éliminer par les États-Unis en quart de finale. Dans le foot, on n'est pas habitué. Dans le foot, on n'est pas habitué à avoir une domination américaine. Mais lorsqu'une équipe comme ça, dans un sport, est dominée par les Américains, dans le basket, on sait ce que c'est. Et c'est très compliqué de terrasser les Américains. Il faut quasiment un accident. Et en tout cas, structurellement, le foot féminin américain est bien meilleur, en fait, que le foot masculin américain, par exemple. Mais le foot masculin est très très bien structuré dans plein de pays du monde. Dans le foot féminin, les Américaines sont encore très en avance. Un petit peu à l'image de ce qui se fait dans le basket, que ce soit féminin ou masculin. Donc, l'équipe de France n'est pas encore à ce niveau-là, au niveau féminin, au niveau du football, n'est pas encore au niveau où elle pourra battre les Américaines. Ce qu'il aurait fallu probablement, c'est pas être dans le même tableau. Et ça, dans le basket aussi, on est très habitué à avoir des équipes qui font en sorte de ne pas être dans le tableau des Américains ou des Américaines. Donc on verra ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, les gens qui s'intéressent au développement du sport féminin, pour moi, vraiment, le sport féminin leader en France, c'est le basket, et ça depuis 20 ans, voire 30 ans. Depuis 20 ans, en tout cas, c'est sûr, depuis les 20 ans de la Ligue féminine, et puis les finales de Coupe d'Europe qui ont été faites par les clubs, toutes les médailles glanées par les équipes de France féminines de basket, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial, au niveau des Jeux Olympiques, au niveau des jeunes, au niveau des seniors. Vraiment, s'il y a vraiment des gens qui veulent développer le sport féminin, c'est la locomotive qui doit primer pour moi, et vraiment il y a des efforts à faire sur le basket féminin. Le basket féminin est vraiment pour moi la locomotive du sport féminin en France. On a vu quand même les handballeuses qui ont fait quelque chose de bien, mais c'est un tout petit peu plus jeune. Le foot c'est beaucoup plus jeune, le foot est beaucoup moins professionnalisé, en tout cas c'est beaucoup plus récent, et c'est largement d'ailleurs boosté par notamment Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais, et puis un petit peu le PSG, donc par les garçons. Donc n'oublions pas, les instances, voilà, n'oubliez pas que la locomotive du sport féminin en France, pour moi, c'est le basket. Je termine avec tout simplement un point, voilà, pour ceux qui... oui, ce que je voulais dire, c'est ça. Pour promouvoir cette émission et promouvoir le basket féminin, des likes, des partages, des commentaires. Plus il y a de likes, de partages et de commentaires sur les publications, et plus les réseaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Facebook, plus les réseaux les diffusent aux autres. Donc voilà, si vous voulez m'aider à promouvoir cette émission et le basket féminin, des petits likes, des commentaires, vraiment même pour dire des commentaires, pas grand chose, bonjour, bonsoir, on entame une petite discussion autour de cette émission. Moi je suis toujours ravi de répondre à vos commentaires, donc vraiment je compte sur vous. Et puis bien entendu, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez télécharger la super vidéo que j'ai tournée avec 5 joueuses de Ligue féminine, qui sont Amel Boudera, Alix Duché, Clarence Jaldi Tabdi, qui a maintenant une médaille d'or autour du cou de basket 3-3, Maud Benenou et Pauline Littard. Donc cette vidéo s'appelle Joue la comme Proust, vous pouvez la trouver en description, ici au-dessus, en dessous. Je vous demande juste de me laisser un email, comme ça moi en plus je peux vous contacter par email pour vous informer de tous les contenus intéressants qu'on fait sur WeBasket TV. Et il me reste à vous dire, excellente soirée, régalez-vous pendant cet Euro de basket féminin. On vit quand même un très bel Euro, donc régalez-vous, vive le basket et vive le basket féminin. Ciao!